Alors ce soir, comme dorénavant, presque à chaque fois, nous allons être trois. Et nous allons dialoguer ensemble pour, euh, pour avancer dans ce cours que nous donnons mois après mois. Euh, donc, vous les connaissez maintenant, hein. Il y a moi-même, David, et puis Philippe, qui est avec moi. Nous sommes exceptionnellement dans la même pièce, puisque j'avais un chantier dans le département et même dans le village de Philippe ce mois-ci. Et puis bien sûr, comme d'habitude, il y a également Sylvain qui est déjà présent. Et l'un comme l'autre interviendront dans cette soirée à n'importe quel moment. Alors, j'accueille particulièrement tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. C'est une école qui accepte des élèves à n'importe quel moment, et puis avec la possibilité de voir en replay les cours que nous avons déjà donnés les fois précédentes. Et donc cette année, et ce deuxième cours, nous allons repartir sur le fonctionnement du sol. Parce que c'est la base et l'une des choses les plus importantes de comprendre comment fonctionne le sol. Mais avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que vous avez à votre disposition pendant tout le cours le chat. N'hésitez pas à y poser vos questions. C'est le meilleur moyen d'y poser vos questions. Comme ça, nous, on pourra réagir au fur et à mesure euh, et y répondre. Donc, allez, petite photo pour illustrer. Rien de bien extraordinaire. Voilà ce que vous pouvez tous voir si vous allez, comme nous, vous balader en forêt, comme nous avons fait cet après-midi. Voilà ce que fait la nature en cette saison. Et si la nature fait ça en cette saison, c'est pas par hasard, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est le meilleur moyen pour l'arbre de recycler et de relancer le processus de captation et d'utilisation de tous les nutriments. En fait, là, ce qui se passe en automne, les arbres perdent leurs feuilles et les déposent au sol et créent un tapis de protection pour le sol. Ce tapis va permettre à la vie du sol de se maintenir tout l'hiver. En fait, si le sol approchait les zéros, ou si le sol approche le zéro ou descend en dessous, la vie du sol va être obligée de s'arrêter et de se mettre en pause. Alors que bien recouverte d'un bon tapis de feuilles, le, le sol continue à être vivant et à travailler tout l'hiver. Donc, nous allons utiliser cette même fonction de couverture du sol pour la terre de nos jardins. Et Philippe nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et donc, voici ce qu'on en trouve dessous un sol. Comme vous pouvez le voir, premier état, tout en haut, on voit les feuilles des arbres vertes et puis des feuilles qui sont tombées à l'automne. Tout en bas, c'est la terre. Et entre les deux, ce que nous cherchons à avoir dans nos potagers, une terre fertile, pleine d'humus, un mélange de matière organique décomposée et décomposée par tous les petits animaux, tous les petits insectes que vous pouvez voir sur les photos à côté. Toutes ces bactéries que l'on ne voit pas non plus et qui sont très importantes pour faire fonctionner le sol. Voilà ce que l'on peut voir dans la forêt et ce que l'on cherche à reproduire dans notre sol. Donc, Philippe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des tâches que tu as réalisées ce mois-ci ou que tu vas réaliser ce mois-ci? Alors, oui, tout à fait. Alors, déjà, en fait, le premier point, c'est de faire un peu de place dans le compost. Alors, pour ceux qui en ont, moi, j'ai un tout petit compost parce que la majeure partie des choses euh, que j'ai dans tout ce qui est en fait mort dans mon potager, je le couche et je le composte directement sur place. Et pour ceux qui ont des composts, c'est important en fait de pouvoir faire de la place pour pouvoir mettre tout ce qui est feuilles mortes, etc., de pouvoir renouveler le compost. Donc avec ce compost que j'ai dans les mains, je vais nourrir ma terre. Donc c'est le moment en fait de l'étaler avant de coucher tout ce qui commence à mourir dans le jardin.
Donc là, en ce moment, on a les vieilles tiges de framboisier. On a les tomates qui commencent à être vraiment, si elles ne sont pas protégées, d'être vraiment cramées. Donc toi, tu n'enlèves pas tout, tu mets pas tout dans un coin. Non, 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 moi je couche. Je couche parce que du coup, ça couvre le sol. Je reproduis exactement ce qu'on a vu en forêt tout à l'heure. Je couche, j'aplatis et je couvre mon sol. En fait, je gagne un peu de temps sur la nature parce que bah, forcément, ça va dans l'hiver, les premières gelées, etc. Tout va descendre au sol, donc je gagne un peu de temps pour protéger mon sol. Donc c'est aussi le moment, quand on a le nez dans le jardin, de récolter toutes les graines qui restent. Par exemple, j'ai retrouvé des gousses de févrole que j'ai récupérées pour les replanter, hier. On en a replanté un petit peu. Et puis, récolter les dernières courgettes qui étaient camouflées à droite à gauche. Alors, c'est vraiment passé. Là, c'est les dernières petites courgettes. Il faut les ramasser parce que sinon, dès les premières gelées, ça va y passer. Et puis, les limaces commencent un petit peu à s'en occuper aussi. Non, en fait, alors, quand on dit coucher, il y a deux politiques. Soit on enlève tout du jardin parce qu'on a peur qu'il y ait des maladies, etc. Soit on a laissé les limaces et les limaces vont s'occuper, enfin les limaces et toute la vie du sol va s'occuper de désagréger, de manger les champignons, etc. Donc c'est un petit peu de politique. Si vous avez vraiment des maladies qui sont persistantes, il faut effectivement évacuer et ne pas laisser ça dans le jardin. Par contre, tout ce qui est les pourritures, les champignons, la plupart des champignons, les limaces vont s'en occuper avant même que ça soit enterré. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est de pouvoir. Moi, j'ai sélectionné quelques-uns de mes carrés ou de mes parcelles pour faire mon jardin d'hiver. Alors, absolument pas tout. C'est des parcelles qui ont été bien chargées en nutriments l'hiver dernier. Et donc, cet hiver, je vais éviter de remettre, de les recharger du coup, en fumier et en copeaux. Alors, moi, c'est parce que j'ai ça en abondance chez moi. Et puis également, du coup, je vais commencer à tailler des arbustes en anticipant, en regardant l'arbuste, je vais voir ce que la nature, en fait, ce que l'arbre va décider de faire au printemps avec ses branches. Donc, il y en a certaines courant de l'été où il a arrêté de l'approvisionner en sève. Donc, la branche, on le voit, elle est en train un peu de sécher, de ne pas être la plus vive. Et donc, je vais commencer à tailler tranquillement tout ce qui, en fait, tout ce qui n'a plus de feuilles, où les feuilles sont vraiment moins belles que les autres. Donc, comme ça me donne une idée. Et il faut le faire maintenant parce que quand les feuilles seront tombées, bah, on ne saura plus choisir entre une feuille ou enfin une branche qui était vive avec de belles feuilles et puis l'autre qui était un peu moins belle. Et puis du coup, on en profite aussi pour prélever les boutures. Alors, tiens, je vais en profiter. Sylvain, est-ce que tu as fait des boutures cet hiver? Enfin, est-ce que tu as prévu de faire des boutures là, dans les jours qui viennent ou pas? Allô? C'est bon? Vous m'entendez? Allô? Je te prends un peu au vol, je suis désolé. Vous m'entendez? Allô? Non? Oui, on t'entend très bien. Bon, ça va. Du coup, moi en bouture, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des boutures en fait d'une plante compagne que j'ai dans les patates qui aide à gérer les dorifores, c'est la cater. Donc en fait, quand j'arrache mes patates, je récupère la plante qui n'est pas encore morte et je la sépare. J'en replante une partie là où je mettrai mes patates la prochaine saison et une autre partie qui sont dans des petits godets dans la serre. Très bien. Est-ce que tu peux nous écrire le nom de cette plante Ouais, dans le chat pour que tout le monde puisse la ouais, retrouver? je vais faire. Alors, cater. Très Voilà. bien. Sinon, là, ce que j'ai prévu, mais c'est presque un peu tard, j'aurais besoin de faire du romarin, donc les boutures, on peut encore, voilà,
il faut le faire maintenant, quoi, parce qu'après novembre, décembre, ça va être un peu tard pour le romarin. Par contre, il y a d'autres plantes qu'on peut faire un peu plus tard, genre certains arbres fruitiers, genre le figuier, ça peut le faire. Je vais essayer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai Très bien. prévu? Je voudrais faire du groseillier aussi, mais en fait, le groseillier, ça marche bien aussi au printemps. Donc, j'ai des boutures de groseillier compris que j'avais fait ça au printemps et c'est une des rares plantes qui prend bien Très au bien. printemps. Donc, voilà. C'est un peu ce qui est prévu. Et toi, Philippe, tu as prévu quoi comme bouture ce mois-ci? Alors, effectivement, ben, un petit peu comme Sylvain, c'est le moment de faire le romarin. Alors, j'en ai que j'avais fait l'hiver dernier, que je vais pouvoir replanter. J'ai également de la sauge à bouturer. Les groseilliers, alors moi j'essaie, en fait, je suis en Anjou, c'est plus doux, donc c'est plus facile à faire les. En fait, c'est la saison, pour être clair, c'est la saison de bouturer un peu tout ce qui est ligneux, tous les bois qui sont durs. Du coup, groseillier, j'ai un cassis qui est mal placé, donc je vais en profiter pour le bouturer. De la sauge, je l'ai dit. Le noisetier, ça se bouture, mais en fait, ça pousse tellement facilement avec les noisettes, faut pas trop s'embêter. Et puis, je suis en train de chercher pour la conception de mon jardin pas mal d'essences, dont l'aulne. Donc, du coup, ben, dès que je tombe sur un aulne, dans les 15 jours à peu près, j'en prélève des tronçons de 30 cm, 40 cm environ, et puis je vais tester les boutures. Il y a aussi de la vigne. Alors, la vigne, et Sylvain, on en discutait la dernière fois, il faut se méfier du phylloxéra, donc qui est un puceron qui nous vient des États-Unis, il me semble. Et du coup, en fait, voilà, il y a de grandes chances que si on bouture une vigne, elle risque de se faire atteindre par ce puceron qui descend dans la racine et qui flingue le plant d'ici quelques temps. Et puis, je vais aussi diviser tout ce qui est touffe de ciboulette, réduire les mélisses, diviser l'oseille, et du coup un peu d'étendre toutes ces zones-là. Voilà. Très bien. Et du coup, je vois des questions passer. La première, c'est Lionel qui nous demande que devons-nous faire avec les restes des tomates encore vertes? Devons-nous les coucher? Alors, les tomates encore vertes, il y a plein de recettes qui existent. On peut encore les consommer. Il y a des recettes particulières pour les tomates vertes. Et puis sinon, si on peut également, oui, les mettre au sol, ça ne pose aucun problème. Alors, il y a aussi la confiture oui, dans les recettes, il y a la confiture de tomates aussi. bien sûr. Chutney aussi. Milly qui nous dit qu'elle avait couché des plants de tomates et cette année, elle a eu des tomates sauvages. Alors, moi, j'appelle ça des tomates surprises parce que, voilà, des tomates surprises dans son potager. Voilà. La bouture du laurier rose, par contre, c'est plutôt au mois d'août. Ça peut se faire encore en septembre, octobre. Ça peut se faire encore en septembre, octobre. Voilà. Ça commence mi-août. Pour répondre à David. Alors bah, du coup, dans ce qu'on a, je vais reprendre un petit peu ce qu'on a à faire au jardin. Et puis, donc du coup, voilà, prélever tout ce qui est bouturage. Et puis, c'est le moment d'installer. Alors, on est en plein dans la saison de la préparation du jardin d'hiver. C'est déjà même, on est déjà bien entamé. Il reste quelques semaines. Alors, suivant les régions, forcément, dès qu'on est un peu en montagne, les jardins d'hiver sont un peu plus réduits. Mais en gros, alors ce que j'ai planté récemment, j'ai planté de l'ail. Alors, j'avais dans une zone un peu sauvage, j'ai de la bourrache qui pousse complètement sauvage. Donc la bourrache, je m'en sers en soupe, en salade.
et puis en paillage également. Et dedans, j'avais de l'ail. Et l'ail, je l'ai un peu oublié. Et puis, il était enterré un peu profond. Du coup, j'ai déterré les gousses d'ail, je les ai séparées et là, je les ai replantées. Alors, il y a de l'échalote, il y a de l'oignon. C'est le moment aussi de diviser, enfin de récupérer, de diviser la rhubarbe. Alors, dans la visite du jardin, je t'ai montré effectivement les petits plants de groseilliers et puis également les asperges qui poussent sous les arbres. Alors, ça se multiplie sous les arbres tout simplement parce que les oiseaux qui piquent les graines, les fruits se posent sur les arbres et sèment les graines au pied des arbres. Du coup, il y a ça à récupérer. Et puis, il faut du coup casser aussi les buttes d'asperges. C'est même un peu tard pour certains. Donc voilà, j'ai encore quelques carottes à semer sous abri. J'ai repiqué des choux. J'ai semé de l'épinard d'hiver, du géant d'hiver, de la salade, de la roquette, des radis noirs d'hiver, des radis normales sous abri. Et puis, on a planté ensemble donc du blé, du seigle, de l'avoine. Alors, c'est des tout petits, quelques rangs. Hein. Et puis, on a aussi ensemencé de la vesse et de la facélie. En Anjou, ça passe encore. Mais dans la plupart des régions, c'est déjà fini pour la facélie. Voilà. Ça fait déjà pas mal de choses à faire. Donc ça, c'est vraiment pour installer un jardin d'hiver qui nous permettra de manger en réalité au printemps, parce que ça va mettre tout l'hiver pour grandir. Bon, sauf les radis, mais même les radis vont pousser beaucoup plus lentement, parce qu'on arrive dans des températures beaucoup plus basses. Voilà un petit peu tout ce qu'il y a à faire en ce moment au jardin. Alors, pour continuer dans les questions et les problèmes, alors, on sort du potager, mais Mathieu nous parle de son sol qui a été totalement cramé par la sécheresse. Donc, ce qui repousse, c'est une herbe qui fait des petites boules qui s'accrochent. Comment faire pour retrouver de la vraie herbe? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est tout simple, c'est que justement, ton sol a été malmené par la sécheresse. Et donc, la plante qui pousse, c'est la plante qui pousse exactement pour restaurer ton sol qui a été totalement cramé. Donc, c'est pas Mathieu, c'est Élie. C'est pareil. Vous ne formez plus qu'une seule chair, il paraît. Donc voilà, pour revenir au fonctionnement du sol, quand des plantes poussent sur un sol, c'est pas par hasard, c'est parce que les conditions sont là pour qu'elles poussent. Et si cette plante pousse à la place de ton herbe, c'est que il y a eu un problème avec ton sol et ton sol, comme tu l'as dit, il a totalement cramé. Ce qui veut dire qu'il a besoin d'être réparé. Si tu veux empêcher ta pelouse, c'est compliqué parce que la pelouse, c'est un désert vert en fait. Donc ce qu'il faudrait, c'est déjà, pour pouvoir améliorer ta pelouse, il faudrait que quand tu coupes, tu ne ramasses pas l'herbe pour que puisse couvrir un peu le sol, que le mulch couvre ton sol, et ensuite que tu fasses que des coupes hautes pour laisser vraiment le maximum de végétation sur ton sol. Mais très souvent, on a besoin de cette herbe coupée pour le potager. Donc, il faut faire un choix. Si tu veux une belle herbe, il va falloir la tondre régulièrement, mais plutôt en coupe haute, et laisser tous les résidus au sol. Mais si tu en as besoin pour ton potager, il va falloir faire un choix. Voilà pour répondre. Alors, oui, c'est sûr que si en plus tu rajoutes un troupeau d'enfants, ça marche aussi avec les troupeaux de vaches et les troupeaux de chèvres qui passent régulièrement. Effectivement, ton sol va être tassé. C'est toute la difficulté de savoir partager un espace entre plusieurs utilisations
et plusieurs objectifs, il va falloir prioriser. Et vous connaissant, je pense que les enfants sont prioritaires à la beauté de l'herbe. Donc, si vous priorisez vos enfants, vous aurez une moins belle herbe. Vous pouvez faire le contraire, mais je pense que ça ne sera pas forcément fun pour tout le monde. J'essaie de prendre les questions dans l'ordre, hein. Quelqu'un nous demande si nous sommes pour ou contre la grelinette. Eh bien, nous sommes pour la grelinette. Je vais laisser Philippe parler et compléter ce que je vais dire. Alors, Vas-y. vas-y. Alors, en fait, pour ou contre la grelinette, pour, bien entendu, mais c'est pas systématique. C'est-à-dire que tous les actes au jardin, il faut être des bons feignants. Et ça sert à rien de passer un coup de grelinette s'il n'y en a pas besoin, si l'interne n'en a pas besoin. Et si par exemple la terre a été tassée, ah bah oui, la décompacter un petit peu pour l'hiver, ça sera que du bénéfice. Par contre, il faudra aussi la couvrir. Parce que sinon, on reviendra exactement dès qu'il y aura 3-4 pluies dessus, vous allez retrouver une terre compactée. Donc, au final, oui, mais là où il y en a besoin. Exactement. En fait, la grelinette, c'est un bon outil quand on a un problème de compaction. Si on a en gros, la grelinette, presque, c'est tout au début, les premières années qu'on va en avoir besoin, et plus on va avancer, moins on en aura besoin. Sauf pour ramasser les patates si on les a un petit peu enterrées, parce que c'est quand même pratique comme outil. Il y avait une autre question, c'était le jardin d'hiver doit-il être protégé du froid? Bien entendu, le paillage n'est pas valable que pour l'été. En fait, il faut protéger son sol toute l'année. De la même façon que vous avez une peau toute l'année, votre sol doit avoir une peau toute l'année. Et cette peau, c'est tout ce que vous allez y mettre dessus. Le seul moment où on peut retirer un paillage, et où même c'est conseillé de retirer un petit peu le paillage, c'est quelques jours. Moi, je dis une quinzaine de jours. Ce n'est pas scientifiquement exact, certainement, mais une quinzaine de jours avant les plantations du printemps, pour permettre au sol de se réchauffer un petit peu, surtout dans des terres bien argileuses. Donc voilà, c'est le seul moment où je pense qu'il est nécessaire de retirer le paillage. Sinon, tout le reste de l'année, ça va être utile, soit pour protéger de la pluie, soit pour protéger du froid, soit pour protéger des UV du soleil. En résumé, protéger tout le temps. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent sur ces sujets ou sur d'autres? Juste un petit mot sur Alors, sur la terre des... je vois que Sylvain vous parler. Juste un petit mot sur la grelinette. Je pense que moi, j'avais tendance à utiliser pas mal la grelinette les dernières années. Et là, ce que j'essaie, c'est arriver à anticiper dès que je récolte quelque chose et qu'il y a de l'espace de libre, j'essaie de ressemer assez vite ou éventuellement, il faudrait faire un paillage. Moi, je ne fais pas assez de paillage. Et du coup, en fait, comme tu dis, le sol, il est encore tout frais. On vient de retourner, d'arracher quelque chose, les patates. Et il n'y a pas de compaction. Du coup, il suffit d'un coup de râteau et j'ai pu ressemer mes semis pour l'hiver, donc que ce soit veste ou seigle ou moutarde. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller assez vite dès qu'on a récolté. Comme ça, le sol, il est encore en bon état, quoi. Exactement. Le fait d'avoir un sol couvert, c'est pas forcément toujours de matière organique. Le fait d'avoir un engrais vert bien touffu, c'est également une façon de couvrir. Et je dis un engrais vert, mais ça peut être aussi une autre plante derrière, quoi. Il y a Flo qui nous demande, lors des gelées, le paillage doit avoir quelle épaisseur? Alors, qu'est-ce que tu en penses, maître Sylvain? Ça dépend de ton paillage déjà. Parce que il y a des paillages plus ou moins efficaces. Moi, je m'inquiète pas trop pour la gelée parce qu'en fait, niveau hiver, j'ai pas un jardin d'hiver très développé. Par contre, ça dépend de ton paillage. Moi, j'ai des paillages de laine de mouton. Donc là, c'est l'épaisseur, on la choisit pas. C'est juste une toison, ça fait 3-4 cm et c'est super efficace contre tout. Par contre, dès que tu prends des petits morceaux, si c'est de la paille qui est vraiment ou des feuilles d'arbre qui sont vraiment broyées, ben là, il en faut une plus grande épaisseur parce que c'est des petits morceaux et que le pouvoir un peu isolant est moindre que sur la laine de mouton. Donc ça, je ne sais pas s'il y a vraiment des règles. Non, je ne saurais pas te dire. Ça marche. Philippe, tu voudrais compléter? En fait, la règle, c'est observer. Ça Ouais. veut dire que dès les premières gelées,
il suffit simplement d'aller dans son jardin et regarder si le gel atteint la terre. Si on voit qu'il y a des atteintes, ou même regardez dans la forêt autour de vous et regardez les épaisseurs qu'il y a. Et vous allez vite voir un petit peu quelle épaisseur vous devez mettre dans votre jardin. Donc trop épais, ça va amener, déjà c'est rare que ça soit trop épais parce qu'il faut quand même charger le jardin. Mais vous allez voir qu'en fait, il y a toute une partie du paillage dessous qui n'apporte pas de fonction particulière. Et quand vous allez voir votre paillis se dégrader, alors la laine de mouton, ça se dégrade moins facilement que la paille, mais vous allez voir qu'une épaisseur, normalement, une épaisseur de une main, à peu près, alors ça dépend de la main du jardinier, mais une petite dizaine de centimètres, c'est bien suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller sur 15-20 centimètres. Et après, si tu en Puis remets, tout dépend de ce qu'on a sous la main. si tu en remets chaque année, tu auras le paillage qui est déjà presque composté, mais qui sert encore de paillage. Et puis par-dessus, tu en rajoutes. Donc, d'une année sur l'autre, tu vas peut-être mettre la première année, tu mets une grosse épaisseur, et puis après, tu pourras mettre un peu moins. Exactement. Mathieu ou Élie nous disent, au printemps dernier, on a fait la technique des lasagnes. Faut-il s'occuper de cette partie du jardin d'une manière particulière cet automne? Cette fois-ci, c'était Mathieu. Eh bien, justement, tu as déjà un paillage qui est sur place ou une reste de paillage. Soit tu peux planter directement des choses pour cet hiver dedans, soit tu peux continuer à l'entretenir et à continuer cette couverture. Ce qui va se passer pendant tout l'hiver, si tu entretiens cette couverture, si tu en rajoutes, c'est que vraiment, la vie du sol va pouvoir continuer en profondeur. Et tu pourrais avoir la bonne surprise de pouvoir planter tes tomates sans utiliser d'outils parce que la vie du sol sera tellement efficace que tu pourras planter tes mains directement. Donc, je ne peux pas te le promettre, mais pas la première saison obligatoirement, mais au bout de la deuxième ou troisième saison de ce traitement, moi, dans mon potager, il n'y a plus besoin d'outils pour planter les tomates. Je rentre mes mains directement dans le sol. Alors, je suis en train d'élaguer mes mûriers platanes. Je broie les branches avec les feuilles et je vais m'en servir de paillage. Est-ce que c'est bon? Bien entendu que c'est très bon. C'est très bon. C'est vraiment le meilleur moment de l'année pour faire un gros apport dans votre potager. C'est toujours l'automne. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on fait un gros apport, quel qu'il soit au potager, que ce soit un apport de matière organique, qu'elle soit d'origine végétale ou d'origine animale, en faisant un gros apport, on perturbe l'équilibre du sol. Et donc, si on fait des gros apports juste avant de planter, on va planter dans un sol qui est déséquilibré. C'est pour ça que quand on fait son choix de quelle zone va être notre potager d'hiver, on va choisir une zone où on n'a pas besoin de faire un bon apport. On va prendre une zone qui fonctionne déjà bien et pouvoir planter dans un paillage et dans un sol déjà travaillé par la nature. Et on va réserver nos gros apports de fumier, de cendres, de tout ce qu'on souhaite apporter à notre potager. On va l'apporter à ce moment-là. Au moment de l'automne, parce que comme ça, le sol aura tout l'hiver pour pouvoir recréer son équilibre avec cette nouvelle matière qui lui a été apportée. Et donc, quand on va planter au printemps, on va planter dans un sol équilibré, et donc nos plantes partiront sur une bonne base. Mais David, du coup, quand tu dis apporter, oui. C'est apporté par-dessus ou c'est apporté en mélangeant par exemple le fumier avec les copeaux ou avec les feuilles, etc. Eh bien, comme d'habitude, tout dépend de ce que tu peux avoir sous ta main. Mais effectivement, si tu peux avoir des matériaux de différentes sources, plus tu as des matériaux différents que tu mélanges, plus tu apportes des minéraux et des éléments qui sont différents et complémentaires. Donc, ça peut être très pertinent de mélanger ces différentes matières pour les étaler sur un sol. Et tu enterres tout ça?
Moi, je n'enterre pas. Certains grattent un peu le sol pour mélanger, pour l'apporter dans les premiers centimètres du sol. C'est possible, ça permet d'accélérer la décomposition, mais vraiment dans les tout premiers centimètres. Pourquoi seulement les premiers centimètres? Ça me fait, merci pour l'ouverture, je ne sais pas si elle était directe ou indirecte, mais sur les bactéries et le fonctionnement des bactéries. Le sol est fait à la même image que nous par rapport aux bactéries, par rapport à notre tube digestif, parce que le sol est l'appareil de digestion de la nature. Dans les premiers centimètres du sol, vous avez les mêmes bactéries que celles que vous avez dans votre bouche. C'est des bactéries qui ont besoin d'air et d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Et c'est ces bactéries qui fonctionnent, dont le rôle est de de participer à la dégradation de cette matière organique. Et donc, il faut que cette matière organique reste dans un endroit où il y a de l'oxygène. Si vous mettez plus en profondeur, vous rencontrez des bactéries qui sont les mêmes que celles qui sont dans votre estomac et dans le début de votre côlon, c'est-à-dire des bactéries qui peuvent vivre en présence d'oxygène ou sans passer. Et puis, si vous descendez encore plus en profondeur, vous rencontrez des bactéries qui mourraient si elles étaient en contact avec l'oxygène et qui fonctionnent sans oxygène. Donc, les bactéries qui sont profondément dans la terre n'ont pas la même fonction que celles qui sont en surface. Et celles qui dégradent la matière organique sont celles qui ont besoin d'oxygène. Donc, on peut, si on souhaite être un peu plus intrusif, incorporer un petit peu de matière organique en surface. Certains le conseillent fortement. Je ne sais pas si Sylvain a des retours à nous faire là-dessus. Moi, je fais partie de l'équipe un peu plus, on va dire, feignante, mais dans le bon sens du terme. Et je préfère faire confiance aux vers de terre qui vont se charger d'attirer la matière organique un peu plus profondément. Sylvain, tu veux compléter? Oui. Moi, j'avoue que quand je mets par exemple du fumier, j'aime bien passer un coup de grelinette après, parce qu'en fait, bon, j'ai peut-être pas un sol qui fonctionne super bien, mais j'avais des morceaux de fumier qui se décomposaient quasiment pas. En fait, ils mettaient toute la saison à se décomposer. Donc, du coup, en me mettant un peu de grelinette, j'aide un peu à ce que ça se décompose. Mais sûrement qu'avec un peu plus de paillage, j'aurais pas besoin d'incorporer à la grelinette quand je mets du fumier. Voilà. Et juste, j'avais aussi une petite remarque sur les broyats d'arbres, tout ce qui est ligneux. Moi, je serais d'avis, enfin, c'est ce que j'avais entendu, quand on fait des broyats frais comme ça, surtout sur du ligneux, d'arriver à le laisser composter un petit moment dans une sorte de composteur, parce qu'en fait, ça va amorcer le processus de compost, et quand on va le mettre là où on a besoin, le processus sera déjà amorcé et on va moins tirer sur les ressources, qu'on a dans le jardin. Et je sais qu'en tout cas, le démarrage pour des ligneux, le démarrage du compost, c'est très consommateur en nutriments, en azote. Donc, il faut être conscient qu'il peut y avoir une petite concurrence avec les autres utilisations qu'on fait sur cette bande-là ou cette lutte. Exactement. C'est pour ça que je précisais donc de faire ces apports-là plutôt à l'automne sur des zones qu'on ne souhaite pas cultiver tout de suite. Et tu fais bien de le relever. Didier, à part si Philippe peut rajouter, très bien. Didier demande si les branches de laurier rose qui sont toxiques, est-ce que c'est un bon broyat? Eh bien, en fait, la toxicité du laurier rose reste. Donc, en fait, tu risquerais, si tu l'utilisais en paillage, de pouvoir te brûler la peau plus tard encore. De même pour les animaux ou les enfants qui pourraient jouer autour. Et il y a les tanins qui sont dans les lauriers roses sont très puissants et pourraient également inhiber encore la pousse des plantes et la décomposition végétale. Donc, c'est pas du tout recommandé ni pour le compost ni pour le broyat. Le laurier rose, c'est quelque chose qui est joli. Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en faire d'autre.
Donc, il faudra plutôt Alors, si tu l'utilises pour une allée loin de ton potager, et encore, parce que tu as des petits-enfants qui risquent d'y passer, non, franchement, là, tout de suite, je ne vois pas quelle utilisation on pourrait faire. Peut-être Philippe ou Sylvain ont une idée, mais moi, par la déchetterie pour le laurier rose, je ne sais pas. Alors, petit bois pour le feu et ensemble dans le jardin. Mais c'est tout. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions en ce début d'année, en cette nouvelle saison? Alors, est-ce qu'on peut mettre autant de cendres que l'on veut? Non. En fait, comme tout apport, ça a un impact direct sur le sol. Euh, et euh, et ça dépend qu'est-ce que tu entends par autant qu'on veut. Si tu as une grosse utilisation du poêle et un tout petit potager, il va y avoir, tu as des risques de, de déséquilibre total avec ton potager. Voilà. Je ne sais pas si Philippe ou ça ont des retours plus importants et plus précis sur la cendre, mais à part une bonne pelletée par mètre carré, et encore pas tous les ans. Alors, Sylvain, tu veux y aller? Oui, non, juste, du coup, enfin, dans la cendre, il y a beaucoup de potassium. Donc, éventuellement, sur les plantes qui ont besoin de potassium, qui aiment beaucoup ça, genre le groseillier, c'est là où je vais charger un peu plus, je vais penser un peu plus au groseillier quand j'ai des cendres en trop. Mais globalement, j'ai souvent plus de cendres que de ce que j'ai besoin pour les groseilliers parce que je veux pas non plus trop forcer. Alors, je fais mes petits essais. Alors, moi, alors, sur le groseillier, je pense qu'on est pareil. Euh, Moi, la règle que je me suis donnée, et aussi, du coup, quand je délègue un petit peu les tâches, c'est à peu près une poignée par mètre carré pour mon jardin. Voilà, j'épand dans le jardin comme ça. Et puis sur les patates, alors j'ai déjà des pommes de terre qui ont poussé dans la cendre directement. Donc sur le côté abusé de la cendre ou se planter, j'ai déjà vu voilà, des pommes de terre. La pomme de terre aime beaucoup aussi la potasse. Donc sans en mettre 10 cm, au printemps, là les tomates, les patates que j'ai plantées, que j'avais mis au printemps, j'avais fait une fosse, donc sur une demi-hauteur de bêche, de la cendre, mes pommes de terre dessus. Alors de la cendre, c'est pas un centimètre, hein, c'est juste j'ai blanchi ma terre avec de la cendre, j'ai mis mes patates et j'ai couvert avec de l'herbe sèche et tout allez, pendant 3 4 mois, donc jusqu'à mi-août, j'ai couvert avec des fines couches de pelouse, alors fraîche, mais du coup ça avait le temps de sécher et j'ai arrosé mes patates 2 fois dans l'année et j'ai eu des patates, c'était très belles patates. Du coup, voilà pour l'instant. Et donc, du coup, vu notre discussion précédente, David s'inquiète d'avoir mis du laurier rose dans son jardin et nous demande si le fait d'en avoir mis dans son compost fait qu'il est mort. Eh bien, voilà, il vaut mieux le retirer si tu peux. S'il y en a un petit peu, c'est pas très très grave, mais si tu en as une certaine quantité, il vaut mieux le retirer. C'est pas l'endroit idéal pour mettre du laurier rose. Alors, les cendres au pied des arbres, bien sûr. Alors, moi, j'en mets 3 4 poignées par fruitier. Alors, bon, pour la plupart, c'est des vieux fruitiers. Donc, sur les petits, je vais juste en mettre une poignée et c'est pas un tas. C'est vraiment réparti. Et pour la cendre, il faut toujours que ça soit couvert. La cendre et surtout la potasse, elle va partir avec l'eau.
Donc, si on a un sol qui est tout nu, bah, dès qu'il va pleuvoir dessus, la cendre, elle va descendre en terre, la potasse, enfin tout va être délavé, et vous avez juste mis, entre guillemets, de la chaux, sur de la chaux et du calcaire sur votre terre. Et tout le bénéfice de la potasse va partir dans la terre et il sera lavé. Donc il faut vraiment en fait que tout soit couvert, sinon vous allez perdre la majeure partie du bénéfice de vos cendres. Et la cendre, je la mets plutôt du coup au printemps. Et du coup, autre question, il y a Flo qui nous demande, qui nous dit, du coup, autant déposer les déchets sur le futur potager que d'alimenter un composteur si on ne fait pas de jardin l'hiver. Exactement. En fait, le meilleur des compostages, c'est le compostage direct. Chaque fois que l'on va concentrer de la matière organique dans un endroit, on va perdre un petit peu certains des minéraux et des éléments qu'on aurait pu récupérer. Parce qu'il y a deux manières de dégrader de la végétation, de la matière organique. Il y a une manière qui se passe à froid. C'est ce qui va se passer quand vous faites un compostage en surface. Il n'y a pas de montée en température. Et donc, tout va pouvoir être réintégré dans votre sol. Quand on composte, on va concentrer dans un seul endroit et ce qui va se passer, c'est que c'est des bactéries qui vont se développer majoritairement et qui vont faire monter en température cette matière organique. Ce n'est pas forcément négatif, mais il faut savoir qu'au passage, on va perdre des nutriments. Parce que quand on a un dégagement de chaleur, on a aussi le fait de dégager de la chaleur, on perd des calories. Et en plus, on va fabriquer certains gaz. Pour ceux qui sont très inquiets par rapport à l'environnement, il faut savoir que certains formateurs vont même jusqu'à dire que composter, c'est polluer et mettre dans l'air des gaz qui ont un effet de serre. Le meilleur des compostages, c'est toujours, et ça restera toujours, le compostage en surface. Mais on vit aussi dans une société où voir des épluchures de légumes au pied de nos allées, ce n'est pas forcément toujours accepté socialement. Alors, eh bien, on peut faire le choix de dire, nous, on sait ce qui est bon et on fait le choix d'assumer le fait d'avoir des potagers avec des déchets de végétaux visibles. Certains vont mettre ces déchets sous le paillage pour le cacher. Ils mettent un petit peu la poussière sous le tapis. Et puis d'autres vont continuer à composter. Alors, on peut continuer de composter, ce n'est pas un problème. Mais si on veut vraiment récupérer tous les nutriments qui sont présents dans les déchets que nous avons à composter, le meilleur, ce sera toujours le compostage à froid. Donc, effectivement, on peut, comme tu le suggérais, Flo, déposer nos déchets sur la zone de notre futur potager ou le potager pour la saison suivante. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, David. L'avantage en fait de composter en surface permet aussi un compost plus lent et qui va alimenter directement les racines au fur et à mesure des besoins. Alors que faire un compost d'un côté, alors vous allez avoir une zone, parce que sous le compost, il y a quand même pas mal de nutriments qui vont tomber dans le sol. Et donc, vous allez avoir une zone autour de votre compost très, très fertile. Alors, si vous faites du compost aujourd'hui, typiquement, c'est là où vous pouvez mettre des courges. Les courges, elles aiment les zones, les tas de fumier ou les composts, elles aiment ça. Mais si vous voulez vraiment avoir un jardin qui va avoir les nutriments nécessaires au moment où il en a besoin, eh bien, le compostage de surface permet ça. Et donc, Nathalie nous partage son expérience qui est de composter en surface avec un voile de paille juste dessus pour le cacher. Bon, mais très bien, je pense qu'on a fait quand même pas mal de tours. On a revu quelques notions que nous avions déjà vues la saison dernière pour ceux qui nous suivent depuis le début. Et puis, pour certains, c'est peut-être des choses nouvelles. Je vous laisse quelques secondes si vous avez encore des questions à poster.
En tout cas, je suis content que vous soyez venu avec toutes ces questions. Ça nous a permis de rendre cet échange plus dynamique. Bon, puisque vous n'avez plus de questions, on va donc arrêter là pour aujourd'hui. On ne va pas vous garder des minutes entières s'il n'y a pas de raison. Alors, Mathieu nous demande, est-ce qu'on a listé tout ce qu'il faut faire en automne? Alors, est-ce que Sylvain, tu as des choses que tu souhaiterais rajouter sur des choses qu'on n'a pas évoquées? Ou Philippe, des choses qu'on aurait oubliées aussi? Non, du coup, on l'a évoqué. Moi, je pensais aux engrais verts, donc les semis d'engrais verts. Alors, il y a quand même une chose très importante dont on n'a pas vraiment parlé et on en parlera un peu plus, enfin vraiment beaucoup plus, quand on sera sur la programmation du jardin, mais c'est tirer les conclusions. C'est-à-dire que c'est le moment où on arrive vraiment sur les fins de récolte d'été, et c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et tout de suite prendre les orientations pour le prochain jardin. Donc, effectivement, le fait d'amender la terre, c'est une chose, mais peut-être aussi de commencer à réfléchir pour tailler un arbre un peu plus fin pour l'ombre, avoir plus d'ombre ou moins d'ombre à tel endroit. C'est de se dire que peut-être cette partie du potager, il faut la mettre en sauvage parce que vous avez aperçu qu'il y avait voilà, de la mauve, il y avait des orties qui poussaient, il y avait un petit peu de bourrage, etc. Peut-être que de se faire un coin mellifère à cet endroit-là, ça peut être une très bonne chose. Donc voilà, c'est un peu tirer les conclusions et de se dire à quoi je veux que mon jardin ressemble l'année prochaine. Et en plus de ça, chercher à voir quels étaient les défauts au niveau de la pénibilité. Qu'est-ce que vous avez voilà, vous avez retourné 3 fois votre compost et il n'est pas vraiment accessible. Il y a tel chemin qui est trop étroit pour passer la brouette. Du coup, peut-être penser à l'élargir un petit peu. Voilà. De commencer cette réflexion-là, c'est la meilleure façon pour que quand vous allez vous dire, allez, on s'y met, vous ayez conservé l'expérience de l'été et de l'année dernière. Alors, Nathalie nous pose une question. J'imagine donc, Nathalie, que tu étais absente au début de notre échange parce qu'elle nous dit que tu ne devais pas parler de bouturage. Est-ce que tu veux bien rappeler rapidement, Philippe, les différentes boutures que nous avons abordées aujourd'hui? Tout à fait. Alors, je vais simplement les lister. Donc, on peut bouturer le sureau, le saule. Alors, le saule, attention, si vous faites ce que je disais à David tout à l'heure, si vous voulez vous faire des petites allées avec en saule, c'est pas la bonne période où il faut le faire parce que vous allez le bouturer. Donc, ça va prendre racine et ça va vous faire du saule dans tout le jardin. L'aulne, le figuier. Alors attention, le figuier, il faut le protéger vraiment du froid et encore plus quand c'est de la bouture. Le noisetier, mais ça ne sert pas à grand chose parce que les noisettes, faire pousser des noisetiers à partir des noisettes, ça se fait tout seul. Les framboisiers, les groseilliers, les cassis, le myrtillier, la sauge, le romarin, le chèvrefeuille, le lierre et la vigne. Attention au phylloxéra qui est un puceron. Et puis, on divise les ciboulettes, la mélisse, l'oseille, Fraisier. les fraisiers, tout à fait. Alors moi, les fraisiers, ils ont tendance à se multiplier tout seuls, donc il faut effectivement sélectionner les selons, les replacer pour que ce soit assez aéré quand même. Ça évite de vous retrouver avec une touffe et puis des fraises que vous ne voyez pas. Alors, après, pour les techniques, vaut mieux, quand vous avez une variété, vaut mieux vous renseigner un peu plus finement pour connaître la technique, là où les techniques de bouturage. Mais en gros, donc,
à l'automne, c'est plutôt le bouturage de tout ce qui est ligneux, donc les bois durs. Il faut prendre un bois de l'année, généralement. Donc il y a toute la vigueur dans sa sève. Et puis, en fait, il faut prendre la partie, il faut couper la partie qui est quand même ligneuse, donc qui a commencé à faire de l'écorce. Et puis, jamais se contenter simplement d'une bouture, mais d'en faire 4, 5, 6. Parce que il n'y a pas tout qui prend et puis il faut expérimenter. Donc voilà, pour la bouture, c'est un petit peu tout. Et puis bien sûr, faire attention à ce qu'on utilise comme outil, de bien les désinfecter pour éviter d'avoir des plants, en fait, tout simplement des plants malades. Alors, question totalement différente. Milly nous demande si mettre des restes d'orange dans le compost, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Alors, si c'est un compost classique en extérieur, ça ne pose aucun problème. Beaucoup de personnes vous disent qu'il ne faut pas mettre de pelure d'orange, etc., parce que les vers de terre n'aiment pas ça, etc., ce qui est vrai. Donc, si vous avez un lombricomposteur en intérieur, c'est déconseillé. Enfin, c'est même plus que déconseillé, il ne faut pas le faire. Ensuite, des écorces d'orange ou même des restes d'orange dans un composteur, ça n'a jamais empêché de se décomposer. Il y a même une histoire un peu célèbre d'une grosse usine de jus d'orange en Amérique du Sud qui avait eu des gros soucis parce qu'ils avaient fait un énorme tas d'écorces d'orange et puis ils avaient été poursuivis parce qu'ils avaient pollué un endroit et puis des années plus tard, cet endroit est devenu une forêt parce que la terre était très fertile, avait été rendue fertile par le compostage de toutes ces pelures d'orange. Donc sans aller jusqu'à l'extrême, rajouter des restes d'orange et de pelures d'orange dans votre composteur ne posera aucun problème. Et puis David a toujours des problèmes avec son laurier rose qui voudrait le déplacer. Moi, je ne sais pas, les garçons, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est déjà le moment de déplacer le laurier rose? Moi, j'attendrai un peu plus pour déplacer les arbres. Mais laurier rose, je connais pas. Globalement, moi, je déplace des arbres quand il y a déjà plus de feuilles sur les arbres qui perdent leurs feuilles, en tout cas. Mais après, par contre, dès qu'on déplace quelque chose, on peut préparer un petit peu l'arbre qu'on va déplacer. C'est-à-dire, on va commencer à trancher un petit peu, faire comme si on allait l'arracher, mais on va le laisser en place. Du coup, on va couper en fait quelques racines et ça va obliger l'arbre qui a encore un peu de vigueur à cette saison à faire des petites racines proches du tronc. Et quand on va l'enlever, il y aura plein de toutes ces petites racines qui sont toutes jeunes qui vont être donner un peu plus de force pour que l'arbre puisse reprendre après. Mais pour le laurier rose, je ne sais pas trop. En tout cas, merci pour cette super astuce, Sylvain. J'avais pas pensé et effectivement, ça semble très pertinent. Alors, Mathieu, j'ai planté des framboisiers ce printemps pour qu'ils ne prennent pas froid. Je mets du paillage et ça passe. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Le Pour protéger les framboisiers du froid. pour moi, le framboisier n'a pas froid. Donc, je suis dans un coin gélif et il n'y a pas de problème. Donc, il va perdre ses Ouais, c'est feuilles. pour ça que je te pose la question. Voilà. Il va perdre ses feuilles, c'est normal. Ça va être moche, mais c'est l'hiver. Par contre, une fois qu'il a perdu ses feuilles, on peut le tailler. Alors, je vous laisse regarder les techniques de taille sur Internet, sinon on pourra en discuter. Donc, en fait, on aère un petit peu parce que des fois, ça a tellement bien poussé qu'on a des framboisiers partout. En général, on garde une dizaine de pieds de cannes de l'année par mètre. Si on... Et voilà. Sinon, par contre, voilà, il faut enlever les cannes qui ont porté du fruit et laisser celles qui étaient vertes dans l'année et qui vont devenir quand même marron dans l'hiver. Mais c'est pour ça que c'est bien de repérer dès maintenant, d'apprendre à reconnaître les deux types de cannes. C'est vrai que si on attend vraiment le plein hiver et qu'il n'y a vraiment plus de feuilles, on n'aura pas vu la différence, quoi. Donc c'est ce qu'expliquait Philippe un peu. C'est bien de repérer maintenant et puis comme ça on pourra choisir. Mais en tout cas, ça craint pas le froid, hein, framboisier.
Alors, pour la taille du framboisier, effectivement, il y a une deuxième chance au printemps. Il ne faut pas s'affoler si on n'a pas réussi ou n'a pas eu le temps, etc. Au printemps, les bourgeons qui amènent, où on voit qu'il y a un début de feuilles, où c'est des bourgeons qui sont vivants, ça, c'est les cannes qu'il faut garder. Et puis, tout ce qui est sec ou qui présente des signes en fait, de non-reprise, et ben ça, on peut l'enlever. Et Et puis Flo qui nous demande, excuse-moi. juste pour finir sur la taille, moi j'ai deux types de framboisiers, j'ai des remontants, des non remontants. Les remontants, ils font normalement des framboises au printemps et à l'automne. Mais ce que je fais, c'est que moi je vais dans l'hiver ou dans un moment, je vais raser totalement tous les remontants. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire de fruits au printemps, mais ils vont faire beaucoup plus de fruits à l'automne. Donc voilà, on peut aussi raser des framboisiers sur les remontants, ça fait quand même des fruits à l'automne. Merci pour cette nouvelle astuce. Donc je disais, Flo qui nous demande qu'est-ce qu'on fait de ces boutures? Dans quel endroit on les met à l'abri du froid, à l'intérieur? Qu'est-ce que vous faites, vous? Alors, moi, je suis en Anjou, donc le froid, c'est des petites gelées, donc c'est pas non plus très grave. Il y a des boutures qui vont en réalité qui vont prendre au printemps. Donc, il vaut mieux les mettre près d'un mur. Généralement, les boutures, faut pas les exposer au vent, au plein froid. Donc moi, j'ai plutôt un coin de mon jardin qui est à l'abri du vent. Plutôt, voilà. Et dans une terre, alors voilà, il faut une terre bien drainée parce que sinon, bah, on a toute la flore qui va commencer à s'attaquer à nos petites boutures. Donc, que ça reste humide, que ça soit bien drainé, à l'abri du gel. Mais voilà, il y a quand même besoin de alors, ce qu'on appelle la stratification. Le bois a besoin d'être un peu ramolli pour qu'il y ait des racines qui prennent. Donc voilà, moi je protège pas forcément du froid ou je le fais pas en intérieur parce qu'il y a quand même euh, j'ai d'autres choses à faire en intérieur que de mettre des boutures de partout. Mais je vais voilà, par exemple, je vais en mettre sous abri si jamais enfin par exemple pour le figuier, mais pour le reste c'est dehors. Ouais, moi aussi, donc plutôt, je conseillerais plutôt sous-abri. Et après, il y a des boutures que je fais en fin d'hiver sur place, sans protéger. Donc, et ça a marché. J'ai fait le goji et la rhubarbe. En fin d'hiver, ça a marché, mais je le ferai pas en automne parce que laisser dehors avec le gel, je tenterai pas. Ou alors sous-abri, quoi. Pour rappeler, tu es à montagne. Je suis dans les Cévennes, voilà. Donc, il gèle bien. Ensuite, question de Didier. Des groseilliers à maquereaux attaqués par des chenilles vertes vont-ils repartir la saison prochaine et faut-il les tailler? Alors, bien entendu qu'ils vont repartir. Et pour les tailler, je pense que les garçons ont déjà répondu, mais peut-être peuvent-ils reformuler leur réponse. Alors, attaquer comment? Parce que si c'est attaqué jusqu'à la racine, ça aura du mal à repartir. Quoique, moi j'ai pour habitude de laisser au moins minimum une saison les végétaux que je veux en fait qui repartent, de leur laisser la chance de repartir. Ça m'est arrivé sur, sur plusieurs que j'ai laissé comme ça. Après, alors oui, pour la taille, c'est toujours pareil. Il faut regarder ce que la plante fait elle-même. Si il y a des rameaux qui paraissent vigoureux, où on sent un peu qu'il y a la vie dedans, ben on le laisse. Alors s'il est dans le bon sens que l'on veut avoir, on le garde. Sinon on le supprime. Et s'il n'y en a plus qu'un et qu'il a l'air vigoureux, dans ce cas-là, effectivement, il faut le garder. Et puis tout ce qui est
abîmé, en fait, vaut mieux le raccourcir. Alors, il y a des pros, je dirais, de la taille qui disent que quand c'est beau, c'est efficace. Alors bon, il faut se méfier un petit peu de ce terme-là, mais quand ça commence à être, quand c'est harmonieux et qu'on a respecté quand même un petit peu l'arbre, c'est une bonne, voilà, c'est une, une bonne pratique, on va dire. Alors, juste donc pour la taille, moi je pense justement quand un arbre a souffert, enfin, ou un groseillier ou quelque chose, c'est dans la taille que tu vas voir s'il a vraiment beaucoup souffert ou pas. Parce que si vraiment il y a eu tellement de chenilles qu'il n'y a pas eu de feuilles, ben, au final, ta tige, elle sera morte à la base. Donc quand tu vas couper, tu vas voir, comme dit Philippe, s'il y a un peu de vie ou pas. Et moi, globalement, si je vois que c'est mort, j'enlève. Enfin, j'enlève plus bas, du coup, j'enlève à la base. Euh, et à mon avis, au bout d'un moment, tu vas couper et tu vas voir qu'il y a une tige qui est vivante, et ben tu la laisses, ou celle qui ressemble à côté, tu vas la laisser. Voilà, je pense que c'est petit à petit que tu vas voir si elle a vie ou pas. Et après, quand on taille le groseillier, il faut aussi penser que les fruits arrivent sur les tiges qui ont 3 ans. Donc, c'est pas comme sur le framboisier, on ne va pas enlever tout ce qui est vieux. Enfin, il faut quand même prévoir d'avoir des fruits. Donc, on essaie d'avoir plusieurs années de tiges sur la matte de framboisier, sans non plus que ce soit trop dense. Il faut quand même en enlever un peu de chaque année. Du coup, on enlève des vieux, on enlève des moins vieux, et on enlève des pousses de l'année aussi. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous saurait répondre à la question, est-ce que la physalis se taille? Pas moi. Non, je crois, je saurais pas répondre. Non. Très bien. Eh bien, parce que dans cette école, quand on ne sait pas, on le dit. Et ça ne nous pose pas de problème. On fera une recherche, je regarderai si on peut te donner une réponse, Rachel. Encore des questions? Ou vous avez épuisé votre stock? Juste, moi j'avais une petite remarque, le temps que d'autres posent des questions. Quand on se disait faire la liste de ce qu'il faut faire en automne, j'ai oublié d'en parler, mais en fait il faut aussi préparer l'hiver au niveau irrigation. Donc, c'est-à-dire démonter ce qu'on a besoin de démonter pour éviter que le gel détruise, enfin, ou casse certains tuyaux ou certaines vannes. Donc, moi ce que je vais faire, bon là ça commence à geler, mais c'est tranquille, c'est en fait de vider les tuyaux, de bien vidanger. Et je vais démonter les petits tuyaux faciles à démonter en goutte à goutte, que de toute façon je déplace chaque année, je change d'endroit chaque année. Et je laisse les gros tuyaux. Et par contre, les vannes, on peut les laisser. Il faut savoir qu'elles n'aiment pas le gel. Mais c'est bien de les laisser un peu entrouvertes. Ni totalement ouvertes, ni totalement fermées. Ce qui fait que s'il y a du gel qui rentre à l'intérieur, ça ne va pas tout casser. Donc voilà, c'est aussi ça, préparer un peu l'hiver au jardin. Pensez à l'irrigation si vous avez beaucoup de gel. Et donc, pendant cette petite intermède, j'ai eu le temps de faire la recherche sur la physalis. Et donc, la physalis, il n'y a pas nécessité de la tailler, sauf si on souhaite limiter son étalement. Donc, ça n'a pas de fonction par rapport à la fructification, mais c'est juste une fonction esthétique et de limitation de, de son étalement dans la zone où vous l'avez planté. Eh bien, sur ces bonnes paroles, nous allons vous souhaiter une bonne soirée, vous dire à la prochaine. Vous recevrez dans les jours qui viennent le, le replay pour ceux qui ont raté le début ou la totalité. Et puis on se dit au mois prochain. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer par mail vos questions pour qu'on puisse les préparer. Et en tout cas, préparer nos réponses, les réponses qu'on pourrait apporter pour rendre ce cours toujours plus intéressant pour chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que c'était le mois prochain? Je ne sais plus ce que nous avions dit et je ne l'ai pas sous la main. Est-ce que tu l'as, toi?
Eh bien, ça sera la surprise. Vous recevrez un mail à ce sujet. Euh, Portez-vous bien, faites attention à vous et puis je vous dis à très bientôt.